Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Un épisode un petit peu particulier parce que c'est quelqu'un que je reçois aujourd'hui pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui travaille au jour le jour sur un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, mais je vous laisserai découvrir ça. C'est un révolutionnaire, n'en doutez à aucun moment, et j'espère qu'à l'issue de cette conversation, vous en serez, comme moi, convaincus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir Phil Wachner. Bonjour Phil. Bonjour Pierre, ravi d'être avec toi. Déjà un premier point, alors t'es complètement bilingue français. On s'est posé la question, on le fait en anglais, on le fait en français. On va rester en français. Moi, je suis plus safe comme ça si on le fait si on le fait en français. Alors pour la petite histoire, on s'est connus sur les bancs d'HEC quand on faisait le MBA d'HEC. On avait déjà quelques heures de vol, toi et moi. Et aujourd'hui, donc tu es le Chief Inspiration Officer, co-founder et partenaire d'une boîte qui s'appelle Ideas on Stage. Ok, donc si vous maîtrisez un petit peu d'anglais, vous commencez à comprendre que là, on va parler de présentation. Et avec un truc, et je sais pas, j'ai envie de spoiler le truc. Un truc hyper important parce que pour moi, c'est une idée tellement simple mais tellement puissante qui est que une présentation n'est pas un exercice d'information, mais c'est un exercice de transformation. Tu vois, moi je suis en plein dedans et j'adore. Donc Phil, il faut que j'arrête de parler parce que c'est pas mon podcast, mais pour le coup c'est ton podcast. Est-ce que déjà en quelques mots, tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Très bien Pierre, oui. Tout d'abord, j'aimerais dire ce n'est pas mon podcast. Parce que à chaque fois que l'on présente, ce n'est pas notre présentation. Si moi je fais une présentation, ce n'est pas ma présentation, ça appartient à son public. Donc pour vous qui écoutez ce podcast, c'est votre podcast, c'est pas le mien. Donc c'est une première chose super importante. Je suis désolé, je t'ai critiqué dès le début, Pierre, mais bon, c'est pas grave. C'est parfait. Je ne suis pas révolutionnaire pour rien. Alors, donc, petit parcours. Donc, en effet, comme tu l'as très bien dit, je suis un petit peu britannique sur les bords. Je suis devenu français suite à... ça fait 16 ans que j'habite en France maintenant. Avant ça, j'étais en Belgique une fois pendant 6 ans. Donc, ça fait tout ce siècle, j'ai habité en milieu dans la francophone. Ouais. Tout à fait. Et j'adore la France. Je joue à la belote. Je bois du Ricard. Donc, je suis définitivement bien français maintenant. Tu es intégré.
Ah bah oui, ça c'est clair. Mais en même temps, oui, je reste un petit peu britannique quand même, avec un petit accent britannique, ça c'est un peu normal. Donc j'ai grandi au Royaume-Uni, j'ai commencé à travailler après la fac chez Procter & Gamble, qui eux ils m'ont muté en Belgique. En Belgique, j'ai été transféré vers Hewlett Packard. Tu faisais quoi comme job? J'étais en effet manager en informatique. D'accord. Et j'étais responsable pour toute l'infrastructure informatique du Benelux. Et mais ensuite, pourtant ton parcours, ton parcours universitaire, c'était pas dans la tech. C'était pas dans la tech. En effet, j'ai fait des études de langue. J'ai fait des études de français et de russe. Et avec ceci, j'ai fait du bulgare. Donc, à l'âge de 22 ans, je parlais couramment, non seulement l'anglais, mais aussi le français, le bulgare et le russe. Et avec un petit peu d'italien et un petit peu de japonais sur les bords aussi. J'étais linguiste. Ah, ok. Polyglotte aussi. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à travailler en informatique. C'est normal. C'est complètement logique, ouais. C'est complètement dingue. Mais en même temps, j'avais des compétences en informatique, ça c'est clair, mais outre-Manche, on va à l'université pour apprendre à apprendre. Peu importe ce qu'on apprend. J'ai des amis, par exemple, qui étaient à la fac en même temps que moi, qui étaient ingénieurs chimiques, qui sont devenus comptables. J'ai un grand ami qui est chimiste de formation, qui est devenu informaticien comme moi et qui maintenant gère des sociétés d'immobilier. Donc, on apprend à apprendre à l'université et si on utilise ce qu'on a appris par la suite, tant mieux. Moi, j'utilise le français tous les jours. Oui, donc, en effet, ce que j'ai appris à la fac, ça m'a beaucoup servi. Alors que j'ai des amis qui ont fait l'ingénierie aéronautique qui ne l'utilisent absolument pas. Moi, je l'ai bien utilisé. Mais oui, donc j'ai commencé en informatique. Ensuite, j'ai été transféré vers Hewlett Packard, où j'ai passé 6 ans de ma vie. Hewlett Packard m'a muté en France. Je me retrouve en France avec ma famille qui grandit, avec nos 2 enfants. Et puis, me voilà sur les bancs de HEC avec toi, parmi d'autres, avec tout plein de personnes absolument magnifiques. Et c'est là où j'ai découvert que, en effet, il y avait quand même beaucoup plus dans ce monde que l'informatique, tout simplement. On avait tellement de différentes personnes sur les bancs qui étaient de différentes entreprises, de différentes fonctions. Et je me suis dit, bah oui, en effet, peut-être que ça fait assez longtemps dans le monde de l'informatique, même si j'avais changé de fonction. J'étais DSI avant, et puis je me retrouvais directeur commercial pour tout ce qui est grand compte, pour les grands contrats, les appels d'offres au-delà de 15 millions d'euros. Là, on se levait. C'était pour toi. Ah oui, d'accord. Oui. Je sais pas si tu te souviens, dans les années 90, je pense, c'était la top modèle Claudia Schiffer qui avait dit « Je ne me lève pas pour moins de $10 000. » Toi, c'était 15 millions. Bah, nous, c'était 15 millions. C'était exactement ça. Du coup, j'avais une super équipe. C'était très, très bien. On travaillait avec beaucoup de différentes boîtes. Mais je me disais, en voyant ce qui s'est passé à HEC, avec cette ouverture d'esprit incroyable qu'on peut avoir lorsqu'on fait un executive MBA, c'est là où je me suis dit, ce serait peut-être temps de faire autre chose. Ah oui, c'est à ce moment-là où ça a switché dans ta tête. Exactement. Et en même temps, pendant que moi, je cherchais un peu une idée, et je me souviens, on était, je pense, tous les deux ensemble à Babson College. Oui. À Boston. Ouais. Et c'est ça qui a un peu, c'était l'étincelle. Ah oui. Je me souviens, on était dans l'avion de retour de Boston, et je me souviens, l'un de mes grands amis, Philippe, m'avait dit, mais c'est dingue, tout le monde est remonté comme des pendules. On veut trouver une idée pour monter une boîte. Ouais. Alors moi, j'avais déjà l'idée. Et c'était grâce à mes camarades de promo que j'avais l'idée. Cette semaine-là, elle était incroyable. Pour ceux qui connaissent pas le Babson College, c'est donc un collège à l'américaine qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat, qui est dans le top 2-3 autour des notions de l'entrepreneuriat. Et déjà, je pense qu'en termes de pédagogie, c'était intéressant. Et je vois très bien de quoi tu parles, puisque au début de chaque journée, il y avait une prise de parole par un des étudiants, donc notre groupe d'étudiants. Et qui prenait la parole? Mr. Wacknell. Non mais et déjà, enfin voilà, il y avait un truc. Donc dans cet avion, tu te dis que tu as une idée et que c'est la bonne idée. Non, c'est que j'avais déjà eu l'idée avant, ou on m'a donné l'idée avant. Et cette idée est venue de 2 sources. La première source, c'était mes camarades de promo
Parce qu'à chaque fois qu'on devait faire une présentation dans l'executive MBA, dans le cadre d'un cas d'étude, par exemple, qu'il fallait, fallait être le rapporteur, donc il fallait, voilà, on a lu ce cas d'étude en amont, n'est-ce pas? Et du coup, pas toujours. Il fallait quand même quelqu'un pour le résumer, pour bien poser les bonnes questions, etc. avant la discussion en amphi. Et bon, à chaque fois que moi je prenais la parole, que je faisais une présentation, mes collègues qui me disaient après, mais Philippe, franchement, j'étais prêt à sortir le carnet de commandes. Ça devrait être ton métier présenté comme ça. Et j'ai dit, je suis directeur commercial, c'est quand même quelque peu mon métier. Hein. Mais au fur et à mesure, ils me disaient, mais Philippe, franchement, il faut monter ta boîte de com. Et nous, on serait clients. Et là, ce n'est pas une idée, c'est une opportunité. Quand tu as des gens qui travaillent à des postes de responsabilité dans les plus grandes boîtes françaises et internationales d'ailleurs, qui te disent on serait client, c'est pas une idée, c'est une opportunité. Ouais, clairement. Et donc du coup, l'idée est venue d'une autre source aussi. C'était d'abord, ce n'était pas mon idée. Donc cette idée, c'était le cofondateur d'Ideas on Stage, c'était Pierre Morsat. Pierre Morsat, c'est un ami à moi depuis assez longtemps. Et je savais que lui, il était intéressé par les présentations. Et je le sais depuis, alors qu'on a monté la société en 2010. Ça c'était en, je pense, 2007 ou 2008, je me souviens plus exactement. Et j'étais à Londres avec lui. Et il m'a emmené dans une librairie. Tu te souviens, les librairies des physiques, ça existait. C'était à Piccadilly Circus. Et il a dit, je cherche un livre. Et on est monté au premier étage, là où il y avait les livres, c'était Tower Records. Et il m'a dirigé un peu vers les livres business. Et puis là, il a trouvé un livre. Et le livre qu'il a pris, c'était la première édition de Présentation Zen. Présentation Zen, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est bizarre. Et puis je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un achèterait un livre sur les présentations? Parce que tout le monde s'est présenté. Hein, on présente tous, on ouvre notre PowerPoint, on tape des bullet points. Voilà, on s'est présenté, c'est pas sorcier, tout le monde présente. C'est comme respirer. Pourquoi acheter un livre sur comment bien respirer? Alors que finalement, on devrait peut-être tous acheter un livre sur comment bien respirer, parce que c'est quand même important. Mais présenter, c'est la même chose. Donc moi, je le vois, il achète un livre sur les présentations. Ça m'intéresse pas. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Lorsque mes camarades de promo me disaient, mais franchement, la présentation, Phil, c'est ta force, tu devrais vraiment utiliser ça, monte ta boîte. J'étais voir Pierre, parce que je savais qu'il était passionné par ça. Et il m'avait dit, ah oui, en effet, je travaille avec Yann Arthus Bertrand. Donc Yann Arthus Bertrand, il est mondialement connu en France. Hein. Ça pèse. Et Yann, il est excellent. Hein. Il est excellent. Franchement, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il devait faire un TED Talk. Il devait faire son TED Talk à Los Angeles, je pense, en 2009. Donc c'était exactement, on tombe dans les mêmes mois où nous on était à Babson. Et donc lui, il devait faire son TED Talk. Il avait besoin d'un coup de main. Son anglais n'est pas nécessairement le plus fort. Et donc Pierre lui avait proposé un coup de main. Il a adoré, ils ont adoré tous les deux. Pierre a travaillé avec Yann à quelques reprises par la suite. Et donc, Pierre, qui était consultant, il s'était dit, et si je montais une boîte de création de présentation? Et donc, moi, au retour de Babson, je me suis dit, je vais aller voir Pierre. Hein, on organise un déjeuner. Et on a déjeuné ensemble. C'était au Publicis Café sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, Et je lui ai dit, bon, moi j'ai une idée. Mes camarades de promo disent que je devrais monter une boîte spécialisée dans la formation et le coaching en présentation. Et je voulais voir ce que t'en penses. Je sais que t'es passionné par ça. Et il a fait, c'est marrant, quand j'ai su qu'on allait déjeuner ensemble, moi, je veux monter une boîte de création, de présentation, et je voulais savoir si tu étais intéressé par ça aussi. Et donc, on s'est dit, mais c'est dingue. Les planètes sont alignées. Les planètes se sont tellement alignées que on s'est dit, bon, on va faire création, coaching et formation et on va le faire ensemble. Et voilà, 1 an plus tard, on a réussi tous les deux à quitter nos boîtes. Les planètes se sont tellement alignées, on a quitté les boîtes le même jour. D'accord. Alors que c'était dans des cadres complètement différents. On n'avait pas fait exprès. C'était juste fait comme ça. Notre dernier jour, c'était le 29 janvier 2010. Et puis, on a monté Ideas on Stage. Et maintenant, on a des bureaux juste en face du Publicis Café sur les Champs-Élysées. Ouais, ça va. C'est pas mal, hein. Il y a pire comme endroit. Endroit. À ce moment-là, quand vous décidez avec Pierre d'y aller, t'es certain
Ce que je veux dire, t'as de la certitude sur le fait que ça va marcher? Oh non, absolument pas. Ouais. Je pense que lorsqu'on entreprend, si on est certain, c'est que on risque de rater. Mmh. Je pense que les certitudes, c'est extrêmement dangereux. Parce que si on est certain, on va pas bosser autant. Nous, on n'était pas certains. C'était un risque. Et on savait pertinemment que c'était un risque. Pierre et moi, on avait tous les deux des boulots très bien payés dans des boîtes importantes, etc. Et c'était un grand risque. Mais on regrette tous les risques qu'on ne prend pas. Hein, à chaque fois qu'on n'ose pas, on peut le regretter. Et je savais que si ça fonctionnait pas, ok. Et puis, de toute façon, j'ai réussi à partir avec un chèque de ma société. Ouais. Je savais que j'avais un peu de bas d'haleine si jamais ça ne fonctionnait pas. D'accord. Et heureusement que ça a fonctionné et que 11 ans plus tard, ça fonctionne plutôt bien. Non seulement on est encore là, mais on a maintenant des bureaux à Londres, à Milan, à Barcelone et maintenant à Los Angeles. Donc on est vraiment devenu une référence internationale de la présentation. Mais c'est quand même du Made in France. C'est quand même une boîte française. Ouais, mais effectivement, vous avez essaimé assez rapidement. Puis, tu as un profil très international, etc. Ça aussi, ça peut aider. Dans les premiers mois, parce que ok, t'as tes camarades de promo qui disent que tu présentes bien, etc. Sauf que entre ça et en faire un métier, en faire un business, il y a quand même un peu, il y a quand même un peu de chemin. Alors aujourd'hui, enfin, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'enregistrement de ce podcast, c'est que tu vas sortir un bouquin qui s'appelle Business Presentation Revolution, ok, qui sort dans toutes les bonnes librairies un jour révolutionnaire, donc le 14 juillet. De cette année 2021. On mettra les liens dans la description du podcast. Mais entre le moment où justement t'as tes camarades de promo qui disent tu présentes vachement bien, et le moment où t'as parce que tu vas formaliser aussi un certain nombre de choses, tu vas chercher, formaliser, processiser un certain nombre de choses, tu vas mettre en avant un certain nombre d'idées. Comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête? Donc, lorsqu'on a décidé que oui, absolument, on va lancer ça, je me suis dit, il y a plein de choses que je ne sais pas. Je me suis dit, si je suis apparemment considéré comme un bon présentateur, comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Mmh. Et donc, j'ai commencé à lire des livres sur les présentations. Alors que je pensais avant, pourquoi faire ça? Ça servait à rien, ouais. Alors, Pierre m'a donné un exemplaire de présentation zen que j'ai absolument dévoré. C'était une révélation. Et c'est là où je me suis rendu compte, en effet, que oui, si je fais beaucoup de choses bien, c'est parce que je ne savais pas que on devait faire mal. Mais également, je n'étais pas parfait. J'avais pas nécessairement tout compris sur le design des diapos. J'utilisais encore parfois des diapos qui n'étaient pas forcément terribles. J'ai appris énormément sur la façon dont le cerveau humain fonctionne. J'ai lu d'ailleurs un super livre que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle en anglais Brain Rules. En français, c'était traduit comme les 12 lois du cerveau par le docteur John Medina. Ok. Et il est absolument excellent, je pense. Moi, je vais trouver un lien à mettre dans la description. Simplement, je ne suis pas certain qu'il est encore disponible en français. D'ailleurs, Présentation Zen n'est plus disponible en français, ce qui est vraiment dommage. Non, mais les auditeurs de la colle sont fluents en anglais, t'inquiète. Tant mieux. À ce moment-là, let's do the rest of the podcast in English. Non, je vais pas te faire ça, Pierre. Je vais pas te faire ça. Donc le Brain Rules par le Dr. John Medina, il est absolument excellent. Ouais. Je le relis chaque année. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau que je retiens là-dedans sur le fonctionnement du cerveau, sur le fait on oublie la plupart de ce qu'on entend très vite, sur le fait qu'on ne peut pas lire une chose et écouter autre chose en même temps. Alors que dans la plupart des présentations, qu'est-ce qu'on demande à nos auditeurs? On leur demande de nous écouter alors qu'on projette des murs de mots avec plein de bullet points sur l'écran. Ouais, c'est
C'est la mort par PowerPoint, oui. Exactement. Et donc, moi, je n'étais pas parfait. J'ai appris énormément. Donc, j'ai dévoré ces livres de Gar Reynolds. J'ai dévoré Slideology de Nancy Duarte, qui est aussi un excellent livre. Okay. Et j'ai commencé à regarder des TED Talks. Donc, TED, maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît. Je me souviens quand j'ai fait mon tout premier cours à HEC, donc parce que j'ai terminé l'Executive MBA en juin 2010. Oui. J'ai commencé à enseigner dans l'Executive MBA à HEC en juin 2010. Donc, je me souviens c'est bien, t'as trouvé un client tout de suite. Bah, ça, c'était très bien. Donc, je me souviens, mon tout premier cours, j'ai demandé à une soixantaine de dirigeants de différentes sociétés françaises et internationales, est-ce que vous connaissez TED? Et il y avait peut-être deux mains sur 60 qui sont élevées. Okay. Donc en 2010, TED n'était pas du tout connu en France. Il y avait deux personnes qui ok, je sais. Il y avait quelqu'un au premier rang qui avait c'est qui TED? Et donc là j'ai dû expliquer un peu ce que c'était, mais moi j'ai découvert ça également fin 2009 grâce à Pierre et j'étais à mon premier TEDx, c'était TEDx Paris en janvier 2010, qui était le premier vrai TEDx en France. Et c'était plutôt bien. C'était pas 100% bien, c'était plutôt bien. Il y avait des présentations intéressantes et on voyait à quoi on pouvait contribuer à des événements comme ça, mais aussi impliquer ce qu'on apprend de TED dans le monde de l'entreprise. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, si vous connaissez pas les conférences TED, vous allez sur TED.com, TED.com, vous verrez, il y a, je sais plus combien de speech. C'est des speeches de 18 minutes maximum. Ok. Dont la vocation est d'aider à changer le monde. On va dire ça comme ça. Et donc il y a beaucoup de ressources en ligne. Comme toi, j'ai participé à des TED, des TEDx, et ça change complètement la donne par rapport au fait de les voir aussi en ligne. Alors c'est très bien de les voir en ligne, mais alors surtout en temps de Covid, on a encore plus besoin de contact, mais vraiment être dans la salle et vivre ça dans la salle. Bah, il y a un vrai truc qui se passe, hein. Et surtout quand le présentateur est bon, parce que des fois, c'est pas ça. Et c'est là où nous on les aide, parce que, s'il y a une citation que j'adore, c'est tous les bons orateurs étaient auparavant de mauvais orateurs. Ouais. Ça, c'était Ralph Waldo Emerson. S'il y a une citation que j'aurais bien aimé prononcer, ce serait bien celle-là, parce que j'adore cette citation. Donc, nous, peu importe si l'orateur est bon ou mauvais, si l'idée est bonne, si l'idée vaut la peine d'être partagée, nous, on peut aider l'orateur à véhiculer ce message efficacement. Donc, on va pas le transformer en Steve Jobs ou Barack Obama du jour au lendemain, mais on peut quand même faire un travail en profondeur pour faire en sorte qu'il se dise « Ah ouais, en effet, je peux bien prendre la parole et je peux prendre plaisir à prendre la parole sur scène devant 800 personnes. » Et j'ai jamais encore, en 11 ans d'exercice maintenant avec Ideas on Stage, j'ai pas encore trouvé qui que ce soit qui ne pouvait pas devenir un bon présentateur. C'est assez rassurant pour tout le monde, hein. Alors je vais faire mon côté fanboy, mais au-delà de Yann Arthus Bertrand, enfin toi, tu as coaché un certain nombre de pointures. Je pense que tu dois avoir, tu me diras si c'est une bêtise ou pas, mais tu dois avoir dans tes références un gars qui s'appelle Idriss Aberkan. C'est vrai. Idriss Aberkan, j'ai travaillé avec lui pour la toute première fois en 2013, lorsqu'il devait prendre la parole à un Wikistage. Donc Wikistage, si vous le connaissez pas, c'est similaire en certaines façons à TED, mais c'est beaucoup plus focalisé sur, d'une part, la réponse aux questions, parce que chaque Wikitalk est une réponse à une question. C'est pas une idée qui vaut la peine d'être partagée, c'est une réponse à une question importante. Et puis, c'est plus court. En général, les Wikitalks sont maintenant de 6 ou de 3 minutes,
Ah oui. Quand on a commencé, c'était 12 minutes ou 6 minutes. Moi, j'ai fait mon premier Wikitalk de 12 minutes qui a débordé parce qu'il y avait trop d'applaudissements au milieu. C'est dur. Hein. C'est dur. Non, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai dit un petit peu trop aussi. Mais bon. J'ai travaillé avec Idriss là-dessus, donc j'ai partagé un peu l'affiche, mais aussi je l'ai coaché, je l'ai aidé à préparer son intervention. Apparemment, il a tellement apprécié qu'il m'a cité dans son premier livre. Et depuis, c'est un communicant super bien connu, super bien réputé, qui communique de façon il est inspirant. Hein. Il est inspirant et je travaille en ce moment pour essayer de l'avoir sur la colle. Donc voilà, j'espère bien que ça va pouvoir se faire. T'as d'autres exemples, alors que ce soit des noms connus ou pas connus justement, où tu t'es dit allez là je suis dans l'impact maximum. Dans l'impact maximum, donc ça veut dire si moi je fais de l'impact pour transformer quelqu'un de pas très bien en quelqu'un de super. Absolument. Je pense que la difficulté, c'est que oui, j'en ai eu, mais non, je ne pourrais pas vraiment les divulguer parce que je ne veux pas dire un tel, il était nul, mais grâce à moi, il arrive à prendre la parole. Je vais donner un exemple. C'était une question à la con. Ok, Phil, c'était une question à la con. Mais donc ça arrive. Oui, ça arrive. Donc, je peux te donner un exemple sans citer la personne. Ouais. Donc, une entreprise internationale qui fabrique, par exemple, des produits cosmétiques, des produits de soins, qui voulait mettre à l'affiche, mettre devant des journalistes pour un lancement de produit, leur directeur de recherche. Oui. Directeur de recherche qui avait déjà un certain âge, qui avait beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'heures de vol. Derrière lui et qui n'aimait pas prendre la parole, il savait qu'il ne le faisait pas bien, il savait qu'il n'aimait pas le faire. Oui. Et donc les journalistes ne l'avaient jamais vu. Et les journalistes ne comprenaient pas nécessairement comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ce directeur-là. Oui. Et du coup, on m'a confié la tâche de faire parler un tel. Je ne vais pas te donner son nom. Et c'était pas évident parce qu'au début il voulait pas, il se braquait, c'était non, je suis pas bien pour ça, il faut trouver quelqu'un d'autre et non, c'était il était pas volontaire pour y aller quoi. Exactement. Et c'est pas comme si c'est juste une petite présentation en interne, c'est quand même parler dans un lancement RP devant des journalistes du monde entier. C'est pas une petite demande. Et donc avec mon collègue Michael Rickwood, on a fait plusieurs séances avec lui pour construire son discours et je trouve que non seulement pour lui, mais pour tout le monde. La première partie du confort en présentation, c'est de savoir qu'on a un discours, une présentation béton qui va vraiment répondre aux besoins de notre auditoire. Et du coup, on sait que, ok, c'est super. C'est un peu comme si on fait un peu de Formule 1. On sait qu'on est dans le Ferrari et que ça va finir la course et ça va probablement finir la course en tête. Donc, j'ai toutes mes chances de réussir. Donc, on lui donne le Ferrari, on lui donne une présentation, mais absolument super. Et ensuite, on travaille sur lui, sur la manière qu'il a de véhiculer, pour utiliser un mauvais jeu de mots, cette présentation. Et du coup, avec plusieurs séances avec lui, on a fait en sorte qu'il prenait du plaisir à le faire. Je l'ai vu une année plus tard sur BFM. Donc apparemment, il était même volontiers pour passer à la télé, parce qu'apparemment, les journalistes l'ont adoré. Lui, il a aimé l'expérience et donc on était connus un peu partout dans cette société-là comme les personnes qui ont réussi à faire parler un tel. Alors justement sur l'approche, toi aussi tu as donné un tech talk, donc je mettrai le lien. Je le regardais encore juste. Alors je l'ai vu plusieurs fois. Tu vois, c'est comme les bons bouquins, ça se regarde plusieurs fois parce que il faut. Je pense aussi qu'il faut faut toujours se remettre en jeu sur les présentations. Faut pas s'installer en se disant ok je suis bon, je vais me débrouiller, etc. Et c'est ça. Tu mets en avant 3 points. C'est 1 le public, 2 celui qui parle, et 3 être dans une logique de transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'idée là, c'est la colle, c'est apprendre. On apprend pendant une colle, donc vas-y. Dis-nous. Alors, les 3 ingrédients magiques donc d'une présentation réussie, tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est l'auditoire, c'est leur présentation. C'est comme j'ai dit en début de podcast ici, ce n'est pas notre podcast là, ça appartient à vous, nos auditeurs. Donc,
On est là, on n'est pas là pour que Pierre et moi on se dise nous on est super, regardez, on va se boire une bière quelque part, oui. Ah oui, ça on peut très bien faire ça. Non, on est là pour vous. On est là pour vous donner quelque chose qui devrait, j'espère, vous inspirer et peut-être vous apprendre quelques astuces utiles. Donc pourquoi pas. Donc une présentation appartient à son auditoire. Donc il faut le personnaliser, il faut personnaliser chaque présentation pour l'auditoire ce jour-là et répondre à leurs besoins. Donc, lorsque je donne j'ai pas mis ça dans le TED Talk, mais lorsque je donne un cours de formation, je vais insister sur, il faut commencer par ABC. Auditoire, besoin, contexte. Donc, qui est l'auditoire? Il faut savoir beaucoup plus que comment s'appelle-t-il et quels sont les titres sur leur carte de visite. Il faut essayer d'en savoir un peu plus creuser. que ça. Est-ce qu'ils aiment bien jouer au tennis? Est-ce qu'ils aiment bien jouer au golf? J'ai fait une présentation récemment à une entreprise américaine où il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de personnes d'origine indienne. Ouais. Et donc du coup, j'ai commencé la présentation avec des photos de joueurs de cricket. Donc le cricket, il faut savoir, en France, on est vice-champion c'est un truc bizarre olympique, quand même. mais c'est quand même un truc un petit peu, c'est mondialement connu. J'ai jamais compris. Mais... c'est super. Oui. On peut pas comprendre les Anglais sans comprendre le cricket. Je pense que c'était George Bernard Shaw qui avait dit que le cricket, les Anglais, ils ont inventé le cricket pour leur donner une idée de l'éternité. Wow. Mais du coup, donc les Indiens, ils adorent ça. C'est absolument immense. C'est leur seul sport et tout le monde adore ça. Donc j'ai personnalisé, j'ai montré un peu du cricket au début. Ils ont apprécié parce que c'était personnalisé. Donc il faut toujours personnaliser une présentation et puis il faut répondre à leurs besoins dans le contexte actuel. Donc si on imagine que le contexte, ça peut être leur contexte. Pourquoi est-ce qu'ils sont là pour vous écouter? Ça peut être votre contexte. Quelle est la situation de votre société? Est-ce que vous venez juste lancer quelque chose? Mon contexte aujourd'hui, c'est que oui, en effet, je suis sur le point de lancer un livre. Donc ça, c'est un peu mon contexte. Mais c'est aussi le contexte de la présentation que vous allez faire. Imaginez, vous passez un entretien d'embauche. Vous avez combien de temps? Vous êtes devant combien de personnes? Quelle est la situation? Est-ce qu'ils ont déjà quelqu'un en poste? Est-ce qu'ils ont perdu quelqu'un? Quelle est la situation? Quel est le contexte? Ça change tout. Ensuite, deuxième ingrédient magique, c'est vous-même. Donc, je dis toujours que si vous pouviez donner la même présentation à une autre auditoire, à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, c'est pas assez personnalisé pour l'auditoire que vous avez devant vous. Et le deuxième test, c'est si quelqu'un d'autre avait pu donner cette même présentation, mot pour mot, devant ce public, c'est que il n'y a rien de vous là-dedans. Donc, il y a, par exemple, je donnais c'est super intelligent, ça, hein. Oui, c'est un test super simple, mais c'est très important. Hier, par exemple, je donnais un cours sur le storytelling pour une société américaine. Donc, je fais mon webinaire et dans le storytelling, forcément, je raconte des histoires. En 1 heure, j'ai raconté 14 histoires. Il n'y avait pas que des histoires, mais il y avait beaucoup d'anecdotes là-dedans. Ouais. Et à la fin, j'ai expliqué l'une des clés pour le storytelling, c'est la crédibilité. J'ai mes collègues qui donnent le même cours. Ils utilisent la même structure, mais ils n'utilisent pas les mêmes histoires. Ils n'ont pas les mêmes anecdotes parce qu'ils n'ont pas les mêmes vécus que moi. Chaque anecdote que moi je raconte dans ce cours vient de mon expérience avec mes clients et ce que moi j'ai fait dans différents rôles dans le passé. Je donne par exemple des histoires de ce qui s'est passé lorsque je vendais encore des services d'impression chez HP. Mes collègues ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas être crédibles en racontant les histoires de quelqu'un d'autre. Donc moi je mets beaucoup de moi-même là-dedans. Mes collègues ils donnent le même cours en mettant beaucoup d'eux-mêmes dans le cours. Et c'est tellement important, donc on a besoin d'imaginer. Tu crées de la connexion comme ça. Ah oui, exactement. Et la connexion, c'est super important. Nous, la phase de ce que certains appellent la prise de parole ou le delivery, nous, on appelle ça la connexion. Parce qu'une présentation devrait être plutôt une série de conversations avec des gens. Et la communication, c'est pas ce que vous racontez, c'est ce que eux ils reçoivent. C'est ce que eux ils comprennent, c'est ce qu'ils digèrent, c'est ce qu'ils retiennent. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient magique. Donnez un peu de vous-même là-dedans. Je me souviens, j'avais également petite histoire. Je travaille avec un mec qui s'appelle Xavier Ormancé. Il est excellent ce mec-là. Je pense qu'il est actuellement directeur de recherche et développement. Je pense qu'il est chez Pierre Fabre en ce moment. À l'époque, il était chez Yves Rocher. Donc le mec, il est juste brillant, hein, absolument. C'est un
C'est un as pédale vite. de la recherche, il est excellent. Et j'avais la chance de travailler avec lui pour une conférence qui s'appelle Centifolia, qui a eu lieu, je pense que c'était en 2011. J'avais fait 2, je pense qu'il était dans le premier en 2011. Il avait une histoire à raconter avec des images d'un voyage qu'il avait fait en Amazonie pour rencontrer des peuples primaires. Ah, donc oui. déjà, ok, déjà, ouais. Il y a du contenu. Histoire très intéressante. Et donc du coup, en répétition, moi j'étais là en tant que coach pour l'événement. Et je le vois répéter et je vois que c'est quelqu'un qui sait parler en public. Il a des diapos qui sont très bien. Il a une histoire qui en effet, qui tient la route, qui nous tient intéressés du début jusqu'à la fin. Oui. Et je me suis dit je peux pas vraiment l'aider sur tous ces aspects-là. Mais j'avais une chose à lui dire. J'ai dit simplement, j'ai l'impression que vous racontez votre voyage un peu à la troisième personne. C'est un peu comme si vous n'étiez pas là. J'ai l'impression que vous racontez ce qui s'est passé à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas lorsque j'étais là, j'ai ressenti, etc. J'ai pas du tout l'impression. C'était un peu impassif. Et il a fait ah ouais, en effet, ça c'est intéressant. Je vais tenter de régler ça. Le lendemain, lorsqu'il a pris la scène, c'était comme si quelque chose qui était en noir et blanc est devenu en couleur, en 3 dimensions. C'était magnifique. C'était la même histoire, c'était les mêmes diapos. C'était juste il s'était investi là-dedans. C'était lui qui racontait son histoire, son vécu, ses expériences, ses émotions, et ça faisait toute la différence. Et ouais, puis je pense qu'effectivement, quand tu es, alors il faut pas être que sur ça, mais quand tu partages quelque chose de personnel, le public va entrer en résonance avec toi, et là tu peux les embarquer. Et puis en plus de ça a un intérêt, c'est que si c'est personnel, c'est toi, et c'est juste non négociable. Voilà. Allez, venez avec moi, je vous embarque. Absolument. Donc, je suis entièrement d'accord. 3e ingrédient magique, alors, c'est ce mot que tu as prononcé déjà 2 fois, Pierre, c'est la transformation. Donc, une présentation ne sert pas à donner des informations. Pourquoi ? Parce qu'on oublie la plupart de ce qu'on entend très vite. On se souvient de certaines histoires, on se souvient de certains messages qui sont répétés, mais en général, on oublie la plupart de ce qu'on entend. Si vous voulez que les gens retiennent quelque chose, par exemple, vous avez des informations que vous voulez absolument que les gens retiennent, donnez-leur un document et un café et du temps en silence pour lire le document. Parce qu'on retient tellement mieux ce que l'on lit en silence par rapport à ce qu'on entend. Et du coup, c'est tout simple, c'est tout simple comme idée, mais c'est hyper puissant. C'est-à-dire que moi je suis très dans le sens, le pourquoi, etc. Et si chacun se pose la question du pourquoi je donne cette présentation à ce moment-là. Et donc, c'est pas juste effectivement pour donner. Alors parfois, ok, dans un contexte pro, on peut être juste sur de l'informatif, etc. Mais le plus souvent, justement, on essaye d'amener à quelque chose et d'amener son auditoire, son audience, les gens avec lesquels on partage la réunion, à faire quelque chose ou à comprendre quelque chose. Donc on est vraiment dans cette logique-là, dans cette logique de transformation de son auditoire. Donc absolument. Donc, il faut enfoncer le clou parce que c'est comme toutes les grandes idées, c'est un truc très simple, mais c'est hyper puissant. Absolument. On est là pour changer ce que les gens font, pour changer ce qu'ils ressentent et pour changer leurs convictions, ce qu'ils croient. Ce qu'on croit, ils croient. C'est tellement important. Parfois, j'ai des gens qui me disent ouais, mais j'ai besoin de faire une mise à jour trimestrielle sur mon projet devant les différents stakeholders ou autres. Ouais. Oui, ok, d'accord. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire ça? C'est juste un passage obligé? C'est comme le patinage artistique? Vous avez besoin de faire votre triple lutte ou quoi? Pourquoi faire cette présentation? Et j'ai dit, donc, que voulez-vous qu'il fasse après? Et elle a fait, rien. Et j'ai dit, pourquoi? Donc, ça veut dire que vous avez toutes les ressources nécessaires? Oui. Ça veut dire que le projet, il est à l'heure, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, tout va comme une lettre à la poste. Elle a fait, oui. Et je dis donc vous voulez plutôt qu'il vous laisse tranquille? Oui, en effet. Je dis bon voilà un objectif. Vous voulez qu'il vous laisse tranquille pour gérer le projet plutôt que d'être derrière votre dos à demander quelque chose tout le temps. Très bien. Donc vous voulez qu'il
vous laisse continuer comme ça. Afin de faire ça, ils ont besoin d'être rassurés, confiants, positifs, optimistes, etc. Donc voilà le ressenti qui va mener à cette action-là. Et puis enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin de croire? La gestionnaire de projet, elle gère tout. Enfin, elle gère, comme on peut dire. Gère, ouais. Le projet est sur les rails. Il n'y a pas de risque majeur en ce moment, etc. Donc, qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils croient que le projet va aboutir dans le budget, dans les temps. La chef de projet, elle est super. Je me sens rassuré, je me sens confiant. Alors, je vous laisse tranquille. Donc, je lui ai dit, donc, vous avez plein d'objectifs de transformation pour cette présentation. Maintenant, vous allez leur dire seulement ce qui est nécessaire pour qu'ils comprennent que tout est sur les rails, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Pour servir l'objectif. Qu'ils n'ont pas à t'inquiéter. C'est-à-dire que la présentation est faite pour servir l'objectif de la présentation. C'est pas... Absolument. Et justement, on revient sur, c'est pas juste de l'informatif et les 30 000 bullet points qu'on peut caser sur les slides, quoi. Surtout pas. Et si vous êtes amené à faire une réunion d'information, et ça arrive, je sais, dans le cadre par exemple du collège avec mes enfants, parfois il y a une réunion d'information. Très simplement, dites-vous, ok, je vais leur donner certaines informations plutôt que de les mettre sur des diapos qu'ils vont oublier très rapidement, plutôt que de les dire à l'oral alors qu'ils vont oublier très rapidement. De toute façon, pour les parents qui sont pas là, parce que tout le monde ne peut pas être là, j'aurais besoin quand même de préparer un circulaire, un genre de document, un handout comme on dit en anglais, qui résume les éléments clés. Ne serait-ce pas plus efficace en début de réunion de distribuer cette page-là, de laisser à tout le monde 5 minutes ou 10 minutes pour lire cette page-là, et puis de prendre des questions et d'en discuter. Ce serait fini tellement plus rapidement. En général, dans l'éducation nationale, ils sont pas connus pour vouloir faire plus de travail. Donc pourquoi pas se dire, ok, on va faire ça, on va finir alors qu'une réunion d'information qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, ça pourrait être bouclé en 20-25 minutes si on avait 5-10 minutes de lecture au début. C'est une super idée, ça. Pourquoi ils font pas ça? T'en as déjà vu qu'ils le faisaient, ou alors pas forcément dans le contexte de l'école, mais où tu as testé toi-même ce mode-là? Oh, absolument. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je dirais que ça a été réinventé par Jeff Bezos chez Amazon. Donc réinventé parce que à l'époque, avant PowerPoint, lorsque la communication n'avait pas été totalement polluée par PowerPoint, on faisait des réunions où il y avait des pre-read, donc des documents à lire en amont, et puis où il y avait des comptes rendus après. Ouais. Vous avez déjà reçu un compte rendu récemment? Vous devriez. À chaque réunion, il faudrait avoir un compte rendu. Mais bon, il y en a pas toujours. Mais Jeff Bezos, donc, il en avait marre des PowerPoint. Il en avait marre également des gens qui arrivaient dans une réunion en disant oui, j'ai lu le document, sauf qu'ils l'avaient pas lu, ou ils ont lu en diagonale, très vite fait, dans l'ascenseur ou autre. Et donc, il s'est dit, voilà, nouvelle règle, lorsqu'on fait une réunion, on va commencer avec une période de lecture en silence. Ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Mais donc, chez Amazon, les réunions vont commencer avec cette période de lecture en silence. Comme ça, tout le monde lit le document pour la première ou la deuxième fois, mais tout le monde est littéralement sur la même page à la fin. Everybody on the same page. Exactement. Et c'est un document. C'est pas un PowerPoint, c'est un Word. Il y a 6 pages dans un format narratif qui explique tout ce qu'ils ont, enfin, la situation, le contexte, l'analyse, le plan d'action, les alternatives, la gestion des risques. Et puis, voilà ce dont on a besoin de discuter, ce qu'on a besoin de décider aujourd'hui. Donc, c'est la raison d'être de la réunion. Et donc, après cette lecture, il n'y a pas de présentation, donc il n'y a pas de PowerPoint, mais il n'y a personne qui se lève pour présenter quelque chose. Simplement, il y a une discussion. Oui. Une discussion, ils posent des questions pour parfaire leur compréhension, et après, ils décident et ils partent. Et les réunions ils aboutissent toujours, et c'est beaucoup plus rapide malgré jusqu'à une demi-heure de lecture au début. Donc nous, on a appliqué ça en France. On a appliqué ça, par exemple, dans les grandes banques en France. Vous pouvez imaginer, il n'y a pas plus réactionnaire que les grandes banques. Et vous aurez peut-être raison. On a testé ça, donné juste 1-2 pages de lecture en amont, en début de réunion. Et puis, vous en discutez. Et vous allez voir, les gens, ils vont se dire, ah oui, c'est bizarre. C'est pas la manière dont on fait les réunions d'habitude. Ouais. Mais ils vont le faire. Et ils vont voir que c'est tellement plus efficace et ils vont se dire, mais pourquoi on fait pas ça tout le temps? Et donc, ils ont adopté. Et une fois adopté, on revient pas en arrière parce que c'est tellement plus efficace. C'est simple. Mais j'ai testé. Alors, après, c'est très faisable, on va dire, quand t'es le boss ou que c'est une réunion entre pairs.
j'en connais 2-3 dans mon conseil d'administration qui risquent de couiner un petit peu si je leur dis OK, vous prenez 15 minutes pour lire le document que je vous partage. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi des révolutions là, tu vois. Ah oui, tout à fait. En tout cas, il va falloir que j'explique. Toute révolution rencontre de la résistance au début. Et après, je pense qu'il y avait une citation je me souviens plus si c'était Gandhi ou autre, je suis pas expert de toutes les citations, mais qui disait au début ils vont résister et puis à la fin ils vont se dire bah oui, c'est tellement évident. Ouais. Mais c'est vrai que 15 minutes, ça peut être long lorsque on commence à expérimenter la méthode. Donc, si ce n'est pas le président du conseil d'administration qui l'impose, à ce moment-là, ça peut être plus difficile. Donc, c'est pour ça que je recommande de faire un document plus court que 6 pages, juste 1 page ou 2 en amont, comme ça, 5 minutes, et après, on en discute. Et ça fonctionne extrêmement bien. 15 minutes, c'est peut-être un peu trop pour la première fois. Si on revient sur la logique de la présentation, justement, selon toi, alors que ce soit une présentation inspirationnelle ou on va dire transformative, j'essaie d'utiliser des mots un peu compliqués, comment on doit construire son plan? Moi, j'adore la logique de Simon Sinek qui dit why, how, what. Je suis un grand fan de cette logique-là. Mais toi, avec tes clients, dans tes méthodologies, est-ce que tu as des process sur ça, OK, c'est quoi le bon plan finalement? Tout à fait. Donc, tout d'abord, il y a le plan de comment est-ce qu'on construit son scénario de présentation. Ouais. Et puis, il y a plusieurs différents scénarios possibles. Donc, la méthode, ce qu'on appelle la méthode présentation SCORE, pour rendre toute présentation simple, claire, originale, reliée à son public et entraînante. Voilà, yes. Simple, claire, originale, reliée, entraînante. Voilà, SCORE. Donc, cette méthode présentation SCORE, il y a 5 étapes. Donc, il y a 5 étapes vers la réussite. La première étape, c'est les fondations. C'est là où si on veut construire un bâtiment, on a besoin quand même de terrasser avant. Si on construit sur du sable, ça va s'écrouler. Si on ne fait pas la phase de fondation pour une présentation, ça risque de s'écrouler aussi. Et j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Donc c'est la fondation, c'est là où on fait ABC. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'auditoire, quels sont leurs besoins, quel est le contexte, quel est notre objectif de transformation. Ensuite, phase 2, c'est l'idéation. C'est là où on fait le brainstorming. On fait un peu de recherche et puis on fait du brainstorming pour chercher toutes les idées, les messages possibles, les histoires, les anecdotes possibles, tout ce que je pourrais dire ou montrer ou faire devant mon auditoire afin d'atteindre ces objectifs. Donc là, les idées viennent un peu en vrac, mais on a un outil que je dévoile d'ailleurs dans le TED Talk dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle le parcours de transformation de l'auditoire. Et ça nous aide à situer tous les changements qu'on a besoin d'opérer chez notre auditoire et de trouver, de faire le brainstorming ou comment on dit ça en français, le brainstorming? On dit brainstorming maintenant. Ah oui, exactement. On s'en fout. L'orage du cerveau. Annexé par les Anglais. Ah, c'est grave. Hein. On vous pollue. Enfin, on nous pollue également parce que je suis français et britannique. Donc voilà, je me pollue moi-même. Donc on peut imaginer donc avec ce parcours de transformation de l'auditoire toutes les idées, tout le contenu de la présentation, mais qui vient en vrac. Et ensuite, on aborde la troisième étape. Après la fondation et l'idéation, on arrive sur la phase de création. C'est là où on prend toutes les idées qui sont peut-être sur des post-it ou etc. et on les assemble. On les met dans l'ordre qui convient. Et là, il peut y en avoir plusieurs. Et je vais y revenir dans un instant. Je vais juste aborder rapidement les autres étapes parce que sinon nos auditeurs ils vont se dire il finit sur la troisième page. Mais c'est quoi la quatrième et cinquième? La quatrième, c'est l'illustration. Et ce qui est très important, c'est que lorsqu'on se dit on va faire des slides, on va faire des diapos, on va faire des PowerPoint, ok, mais vous faites votre scénario d'abord. Il faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Il faut toujours se dire qu'est-ce que je vais leur dire et ensuite, est-ce que mon auditoire a besoin de support visuel pour mieux comprendre ou pour mieux se souvenir de ce que je leur dis? Si C'est-à-dire que le slide n'est que la conséquence de ton plan et de ta décision de savoir ce que tu veux dire. Exactement. Une diapo n'a pas de durée. C'est ce que vous dites qui prend le temps. Donc, une diapo, c'est juste une illustration de ce que vous avez déjà décidé de dire. Si vous le prenez
à l'envers, ça veut dire j'ai besoin de faire une présentation, je prépare mes PowerPoint et puis j'arrive en réunion, je lis mon bullet point et je brode. Bah ça c'est une recette pour une mauvaise présentation. Ah ouais, les gars qui lisent les slides, c'est insupportable. C'est affreux. Donc ne soyez pas cette personne-là, hein, d'accord? Parce que tout le monde déteste. Et du coup, 5e phase, après l'illustration, lorsqu'on a un discours et des diapos, là c'est la phase de connexion. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où on se prépare pour le jour J. On répète la présentation. La répétition est absolument nécessaire. Les diapos, vous pouvez vous en passer. La répétition est nécessaire parce que la 5e fois que vous donnez votre présentation sera tellement plus forte que la première. Et vous n'avez peut-être pas le temps de faire 5 reprises, mais au moins la 2e fois sera plus forte que la première. Excuse-moi. Ton conseil, c'est d'apprendre par cœur ou pas? Ah, ça c'est une excellente question. Et la réponse, c'est ça dépend. Mais ça dépend, ça dépasse. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, moi, on avait un prof à HEC, Gérard Boileau. Je sais pas si tu avais le même. Prof de comptabilité, de finance, etc. Il était excellent. Et sa réponse à presque toute question, c'était ça dépend. Et parfois, c'était ça dépend. Hein. Parfois, c'était ça dépend. Et c'était super intéressant. Donc j'adore Gérard Boileau. Bonjour s'il nous écoute. Mais en tout cas, donc, il fait aimer la compta, ce qui est quand même ah oui, exactement, un gage de qualité, effectivement. Ah bah oui, franchement, oui, il était juste excellent. Donc, est-ce qu'on doit apprendre par cœur ou non? Ça dépend parce que on est tous différents. J'ai parlé tout à l'heure de Yann Arthus Bertrand. Donc, on a compris assez vite que si on voulait qu'il apprenne son discours par cœur, ça allait être difficile. Parce que Yann avait un style qui était différent. On lui donne un micro et une scène et on lui dit, bon, vas-y, parle. Il va être totalement à l'aise, il va improviser, il va pouvoir être bien avec son public, pas de problème. Si on lui donne un discours à apprendre, il va peut-être être un peu plus gelé parce que il est comme beaucoup de personnes, un style où il a du mal à apprendre par cœur. C'est un bon orateur, mais un mauvais acteur. Parfois. Et je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont du mal à apprendre des paroles, mais lorsqu'on leur donne la parole et la liberté, ils sont super. Donc, quelqu'un comme ça ne devrait pas apprendre par cœur. Et il y a totalement de l'autre côté, il y a des gens qui sont mieux lorsqu'ils apprennent par cœur. Ça ne veut pas dire que les mots viennent de la tête. Parce que le danger lorsqu'on apprend par cœur, c'est que les mots viennent de la tête. C'est que dans la tête, c'est quoi la prochaine fois, c'est quoi la prochaine phrase. Et du coup, ça devient un peu robotique. On prononce les syllabes, mais on ne donne pas le sens, on ne donne pas l'émotion derrière les mots. Donc ça, c'est toujours le danger si on apprend par cœur. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin de le faire. Steve Jobs en faisait partie. Il était sur scène pendant 48 heures avant toute intervention pour que ce soit totalement parfait et pour que les mots ne viennent plus de la tête, mais que les mots viennent du cœur. Qu'il pouvait vraiment, non pas seulement les prononcer, mais les exprimer. Et ça fait toute la différence. Donc, il était arrivé à un point où il connaissait tellement bien son discours qu'il pouvait, si besoin, en divaguer. Et c'est lorsque on connaît son discours, si on est quelqu'un qui aime apprendre, lorsqu'on connaît le discours, c'est là où on a la possibilité d'improviser, de divaguer, etc. Parce qu'on est totalement confiant et on sait qu'on peut facilement retrouver son chemin. C'est lorsqu'on n'a pas assez bien préparé qu'on devient soit robotique, soit qu'on a peur, soit qu'on perd le fil. Et c'est un fil qui vous le dit, il faut jamais perdre le fil. Donc justement, c'est un point. C'est un point intéressant parce que je sais plus. Alors mais 40% des Français disaient que un sondage à la con encore, mais voilà, qu'ils avaient une peur panique de la prise de parole en public. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de la colle avec Bertrand Perrier. Tu sais, l'avocat, justement, sur l'éloquence, etc. Et c'est un point pour moi qui est hyper important, c'est que comment on fait pour gérer son trac, j'allais dire son strac, mais non, c'est son trac ou son stress, parce que même si t'es hyper à l'aise, etc., souvent, si tu fais une présentation comme ça, c'est qu'il y a de l'enjeu.
ou que toi-même, tu mets de l'enjeu. Alors, t'as un enjeu d'ego, t'as un enjeu de transformation, etc., etc. Donc voilà, cet enjeu, ça va te mettre des coups de pression quand même. Donc, c'est quoi tes bons conseils pour arriver à gérer ça? Bon, tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas seul. C'était Mark Twain qui disait que le monde ne compte que 2 catégories d'orateurs, les nerveux et les menteurs. Donc, on est tous nerveux, on est tous stressés à l'idée de prendre la parole. Si on n'est pas stressé, c'est qu'on ne le prend pas assez au sérieux. Donc, non, le stress, c'est normal. Donc, dites-vous pas que moi je me sens stressé alors que les autres ils sont naturels. Non, eux ils ont l'air naturels parce qu'ils se sont bien préparés. On a tendance à se comparer à ce qu'on voit sur YouTube, sur TED.com, à la télé ou autre. Sachez que pour tout super présentateur que vous voyez à TED, ils ont bossé ça pendant 6 mois avec un professionnel. Ouais, oui, d'autant que la résonance des TED est maintenant telle que, là, l'enjeu d'image, il est énorme parce que une conférence TED qui cartonne, ça peut changer ta vie, hein. Absolument. Donc du coup, c'est comme les personnages politiques qu'on voit à la télé. Eux, ils ont des coachs aussi. C'est comme un grand sportif. Il va prendre un coach. Il va passer simplement dire, moi, je joue bien en tennis, je vais me passer de coach. Moi, je connais tout. Non. Ils vont se dire, je vais me renforcer avec un très bon coach. C'est pareil avec la prise de parole. Donc, si vous vous comparez à un TED Talker ou un personnage politique qui parle extrêmement bien, à ce moment-là, vous vous comparez avec. C'est un peu comme si vous comparez au tennis avec Roger Federer. Et là, la comparaison ne va pas être facile. Donc, il faut simplement se dire que eux, ils travaillent avec un spécialiste et du coup, ça donne un très bon résultat. Je peux m'en inspirer, mais il faut pas que je me compare à ces gens-là. Oui. Et également, il faut pas que je me dise que ces gens-là, ils ressentent pas le trac parce qu'ils le ressentent aussi. C'est tout à fait normal. Moi, je donne des présentations tout le temps. J'ai encore quand même le stress à chaque fois. Un peu la boule au ventre. Ah oui, un petit peu le cœur qui bat un petit peu vite avant de monter sur scène. Alors, comment canaliser ce stress? Tout d'abord, il faut pas imaginer ce qui peut aller mal. Il faut imaginer ce qui peut aller bien. Il faut visualiser la réussite. C'est quoi pour vous la réussite? Est-ce que c'est le poignet de main à la fin de la réunion avec votre client? Est-ce que c'est le standing ovation? Est-ce que c'est la signature d'un contrat? Est-ce que c'est une offre d'embauche si vous êtes dans un entretien? Il faut visualiser cette réussite. Ça va vous aider à voir, ah oui, en effet, la présentation, c'est pas juste un fardeau. C'est pas un parcours du combattant, c'est une opportunité. Deuxième chose, on se visualise en train de réussir. Exactement. Ça, c'est une première chose et c'est tellement important. Deuxième chose, si possible, on tente de créer une connexion avec des membres du public auparavant. Pourquoi? Parce qu'il est tellement plus facile de présenter à des gens où on sait qu'il y a des amis dans le public, plutôt qu'à des gens hostiles qu'on connaît pas du tout. Créer cette connexion, ça vous rassure énormément. Et comme ça, si vous voyez où ces personnes-là sont assises, vous pouvez peut-être Tu as des alliés dans la salle. C'est toujours important. Troisième chose, il faut se dire que la plupart des personnes dans la salle ne veulent pas être à votre place. Donc ils veulent... C'est tellement vrai. Oui. Et puis, ils veulent vous voir réussir. Ils sont pas là pour vous voir bafouiller ou faire une mauvaise présentation. Eux, ils vont prendre beaucoup plus de plaisir à vous voir réussir. Donc ils veulent vous voir réussir. Dans la plupart des cas. Je dis ça, c'est tellement vrai. Le nombre de fois où, en étant dans le public, tu te sens mal pour la personne qui est sur la scène parce que le pauvre ou la pauvre, il est en train de patauger, il n'y arrive pas, etc. Et c'est vrai. Donc tu vois, c'est complètement vrai, tu as raison de le souligner, c'est que on a envie de voir les gens heureux sur scène, on a envie de les voir réussir et on a de la vraie compassion pour eux. Tout à fait. Donc, prochaine astuce, répétez votre présentation. Même si vous êtes quelqu'un qui improvise, vous êtes quelqu'un qui préfère ne pas apprendre par cœur et improviser partiellement ou même presque totalement. Je vais dire, traitez votre présentation un peu comme un voyage ferroviaire. Vous avez une gare de départ et une gare d'arrivée. C'est comme votre introduction et votre conclusion. Il faut connaître votre introduction. Et puis, il faut savoir où vous voulez aller. Donc, vous préparez, même si vous improvisez, autant que possible, préparez une introduction et une conclusion. C'est-à-dire par cœur l'intro et la conclusion, quoi. Oui. Pourquoi? Parce que l'introduction, ça vous aide à commencer sur les rails.
comme un voyage en train. Imaginez le train, si ça commence pas sur les rails, ça a peu de chances de pouvoir se remettre dessus. Donc, l'introduction a 2 particularités. Tout d'abord, c'est là où vous ressentez le plus de stress. C'est là où on commence, on se met en danger. Ben oui. Après 1 minute, si on voit que le public ne nous a pas tiré dessus, qu'ils n'ont pas hué, qu'ils n'ont pas lancé des tomates ou autre, à ce moment-là, on se prend un peu d'aise, un peu d'aisance, un peu de confort sur scène et on est plus serein. Mais il faut naviguer cette première minute. Deuxième particularité de l'introduction, c'est que c'est là où le public va former leur impression de vous. Donc si leur impression, la première et souvent dernière impression de vous est de quelqu'un qui est stressé, qui bafouille, qui n'est pas bien préparé, là malheureusement, ça risque de durer. Si au début, ils voient que vous êtes serein, que vous connaissez votre introduction, que vous l'abordez bien, à ce moment-là, ils seront plus susceptibles de vous écouter par la suite. Donc du coup, l'introduction, il faut absolument préparer ça. Si vous répétez votre présentation 5 fois, même si vous improvisez, ça va être différent 5 fois. La 5e sera plus forte que la première. Mais au moins, vous répétez votre introduction une dizaine de fois. Il faut pas très longtemps, c'est peut-être 30 secondes. Donc, vous faites ça, une dizaine de fois, vous êtes en 5 minutes. Phrases, quoi. Les 3-4 premières phrases. Vous préparez, et comme ça va commencer sur les rails et ça va vous aider à être tellement plus serein. Et une fois que vous serez lancé, le momentum, comme dans un train, va vous conduire jusqu'à votre bon port. Et le bon port, c'est la gare d'arrivée, c'est votre conclusion. En sachant où vous allez arriver, là, au moins, vous allez être tellement plus serein sur le chemin. Donc ça, des astuces simples à mettre en œuvre, mais tellement importantes. Et puis, d'autres trucs simples, vous marchez avant d'aller sur scène. Si vous êtes sur scène, même si vous êtes à la maison. Là, aujourd'hui, toi et moi. Même avant une visio, quoi. Avant une visio, mettez-vous debout. Essayez de marcher un peu. Mettez votre corps en action parce que l'activité physique aide le cerveau, mais aussi ça va vous aider à canaliser votre stress. Donc n'essayez pas, si vous êtes dans un amphi, j'espère qu'on pourra être dans les amphis à nouveau bientôt, mais si vous êtes le prochain à prendre la parole, essayez plutôt d'être en coulisses que d'être dans le premier rang, parce que si vous êtes dans le premier rang, vous êtes dans l'inactivité et donc le cerveau n'est pas totalement prêt à l'exercice. Donc vous allez ressentir moins de stress si vous êtes en coulisses, debout, en train de faire les 100 pas si vous le souhaitez. On fait des vocalises aussi ou pas? Ah, des vocalises, tout à fait. Ça n'aide pas beaucoup pour le stress, mais ça aide beaucoup pour la voix. Ouais. Donc là, oui. Simplement, ne faites pas ça en coulisses parce que sinon, ils vont l'entendre dans la salle. Mais oui, trouvez quelque part de bien éloigné de la scène et comme ça, vous allez pouvoir faire des et beaucoup de différentes choses comme ça. Désolé, je chante très mal, mais ce sont des exercices qui sont utiles à faire pour la voix. Ça pose sa voix. Voilà, dernière astuce pour avoir moins de stress lors de la prise de parole. On prend pas de café. Ah ouais. Pas de café. Moi qui suis un café addict. J'adore le café, moi. Moi, je suis grand fan de café. Simplement, je n'en prends pas avant une prise de parole. Pourquoi? Alors, combien de temps avant? Attends, on va être hyper précis. Combien de temps avant il faut arrêter le café? 12 heures. Ah oui, d'accord. 12 heures. Il faut vraiment aucune goutte de café dans le sang avant une présentation importante. C'est pas aucune goutte, parce que le quart de vie du caféine dans le corps est à peu près de 12 heures. C'est pour ça que je dis 12 heures. Donc le quart de vie, si vous connaissez, chers auditeurs, en radioactivité, donc imaginez que la radioactivité d'une molécule commence à 100, la demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que cette radioactivité diminue naturellement vers 50. La caféine, si le quart de vie du caféine dans le sang, c'est 12 heures, ça veut dire que vous prenez 100 unités de caféine au début, donc 12 heures plus tard, vous aurez encore 25 dans le sang. C'est pour ça que si on prend un café vers 17 heures, on peut avoir du mal à dormir parce que le caféine, il circule encore à minuit. Ouais, complètement. Donc, il faut éviter le café. En effet, le jour d'une présentation. Mais pourquoi ça booste? Ça donne de l'énergie. C'est une bonne question. Est-ce que ça donne de l'énergie? Pas forcément. Est-ce que ça booste? Oui, ça peut booster. C'est très bien. Mais il y a 3 grandes raisons, voire peut-être 4,
Voilà, 4 bonnes raisons pour ne pas prendre de café avant une prise de parole. La première raison, c'est parce que, en effet, en stimulant l'organisme, ça fait que vous allez parler plus vite. Alors que pour asseoir votre autorité et votre crédibilité, il est important de parler un peu plus lentement que d'habitude. Imaginez-vous, les personnes autour de vous qui parlent les plus vite. C'est qui? Ce sont les jeunes, les étudiants, ils parlent comme des TGV, ça va super vite, ça n'arrête pas. Ils parlent pas comme un TGV, il laisse jamais une pause entre les phrases et en effet, il est très très difficile de les comprendre. Je fais mes excuses à nos auditeurs s'ils ont eu du mal à me comprendre là. Alors que ceux qui parlent un peu plus lentement, de façon plus posée, qui pèsent leurs mots, qui donnent à chaque mot le poids et l'importance qu'il mérite, ce sont les leaders. Donc posez-vous une question, est-ce que vous voulez être perçu comme un leader ou comme un étudiant? Si vous voulez être perçu plus comme un leader, alors ralentissez un peu, pas trop. Mais Steve Jobs, par exemple, il parlait à peu près entre 100 et 120 mots par minute. D'accord. Alors que là, actuellement, je te parle, Pierre, à peu près probablement dans les 140, 150 mots par minute. Donc, il était lent. Personne n'a accusé Steve Jobs d'être ennuyeux parce qu'il exprimait clairement les choses. Si je donne un exemple de nombre de mots par minute, si je te donne une de ces phrases bien connues, lorsqu'il a lancé le iPod Nano, il a fait « The iPod Nano is the biggest revolution since the original iPod ». Ça, c'était précisément 120 mots par minute. D'accord. C'est pas très rapide, c'est pas super lent non plus, c'est pas ennuyeux, mais c'est là où on doit viser si on veut être perçu comme un leader. Donc, ralentir, c'est important. Si on prend du café, on va être un peu plus speed. Hein, je comprends. N'est-ce pas? Le mot speed, vitesse, on va parler plus vite. Deuxième chose, ça nous stresse. Le caféine stresse l'organisme. Lorsqu'on monte sur scène devant 1000 personnes ou devant un conseil d'administration, on n'a pas besoin d'avoir plus de stress. Ce serait peut-être bien d'en avoir moins. Et puis, le café fait que le stress nous maîtrise. Alors que si on n'a pas le café, on peut maîtriser le stress et le canaliser. Troisième raison, et pour moi, en tant que coach oratoire, c'est super important, c'est que le caféine, c'est un diurétique. Donc, ça veut dire que ça dessèche les muqueuses du corps. Ça veut dire que après un café, on va finir avec la gorge sèche, avec le larynx sèche, avec la bouche sèche. Et du coup, ça, c'est la caisse de résonance de la voix. Et votre voix va moins portée, va avoir moins de profondeur, moins de crédibilité si vous avez pris un café. Et puis enfin, en tant que diurétique, ça vous donne envie de faire pipi. Et en général, il n'y a pas de petit coin sur scène. On peut pas arrêter pour aller faire pipi. Exactement. Donc du coup, ça, c'est 4 raisons pour ne pas prendre un café avant une prise de parole. Mais vous pouvez le prendre après. Tu as parlé du rythme. J'aime bien pour poser justement une idée, parce que quand elle est importante, maîtriser le silence. Là aussi, c'est quoi tes tips and tricks sur un outil en prise de parole qui est finalement à mon sens, le plus puissant, qui est de ne pas parler? Lorsque j'aide des entrepreneurs avec leur pitch, je vais toujours leur dire, peu importe si vous avez 30 secondes ou 1 minute ou 5 minutes de pitch, les moments les plus importants seront les pauses. Pourquoi une pause? Une pause, ça permet de faire réfléchir le public à ce que vous venez de dire. Et lorsque le public a le temps de réfléchir à ce que vous dites, plutôt que de simplement dire « Ok, je range parce qu'il y a encore une phrase qui arrive », là, ils sont beaucoup plus susceptibles de digérer, de ranger dans leur cerveau et donc de s'en souvenir. Donc les pauses, pour cette raison, sont importantes. Ça permet également d'anticiper ce que vous allez dire par la suite. Et ça peut être très très bien. En plus, ça donne la possibilité à votre auditoire de respirer et à vous également en tant qu'orateur de respirer. Et la respiration, c'est importante. Donc l'astuce que je donne, c'est d'utiliser des crocodiles. D'accord. Là, chers auditeurs, vous n'attendiez pas à entendre parler de crocodiles là-dedans. Simplement, avant, j'utilisais des éléphants. Donc l'idée là-dessus, c'est que on parle d'éléphants. On finit une phrase. Et puis, à la fin de la phrase, pendant la pause, silencieusement dans notre tête, on se dit éléphant 3 fois.
Donc, je finis la phrase. Éléphant, éléphant, éléphant. Puis, je vais commencer la phrase suivante. Et il faut pas que le public entende ces éléphants. J'ai fait exprès là. On avait compris. Oui. Parfois, lorsque j'ai surtout des jeunes qui ont l'habitude de parler comme des TGV, je vais leur demander de faire 5 éléphants. Ok. Et donc, à la fin d'une phrase, imaginez ça, je termine la phrase. Éléphant, 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 éléphant. Puis, je commence la phrase suivante. C'est long quand même, d'accord ? Oui. Mais lorsqu'ils répètent avec moi avec 5 éléphants, ça veut dire que devant leur vrai public, ils vont peut-être en mettre un. Et un éléphant, c'est très utile. Faisons l'exercice avec un éléphant. Voilà, c'était l'exercice. C'était assez court comme pause. Faisons l'exercice maintenant sans éléphant. En effet, la prochaine phrase vient beaucoup trop vite, n'est-ce pas ? Yes. Donc, 3 éléphants, c'est plutôt une bonne moyenne dans beaucoup de situations. Et pourquoi maintenant est-ce que je parle de crocodile ? Oui. C'est parce que j'expliquais ça dans un cours de formation chez Lacoste. Et là, ils m'ont dit, mais Phil, tu es chez Lacoste. Plutôt que de parler d'éléphant, tu pourrais parler de crocodile quand même. Et j'ai fait, bah oui, c'est le même nombre de syllabes. Si vous voulez faire des crocodiles, vous faites des crocodiles. Et donc, du coup, maintenant, je parle de crocodile et j'ai une histoire pour aller avec qui fait que tout le monde s'en souvient. Et puis comme ça, on sait que tu bosses pour Lacoste et c'est loin d'être idiot. Ok, donc bien gérer ces silences, etc. On parlait, tu l'évoquais. On est en mode Covid, donc là on enregistre à distance, on passe tous notre vie en visio. Si je dois donner une presse en visio, c'est quoi là je suis désolé, je te demande plein de trucs et astuces, etc. Alors c'est très réducteur par rapport à toute l'approche que tu peux avoir à ça, mais tu vois, pour le coup, c'est hyper pratico-pratique. Là, une fois quand on a raccroché, j'enchaîne avec une réunion, avec mes collaborateurs, etc. Donc là, c'est quoi les conseils que tu pourrais nous partager pour le Covid ? Bon, tout d'abord, dans une réunion en ligne comme ailleurs, faut jamais polluer une réunion avec une présentation superflue. Donc, si on peut traiter cette réunion plus comme une discussion que comme un genre de monologue, alors ce sera mieux pour tout le monde. Yes. Parfois, on a besoin de présentation. Il y a plusieurs parfums de réunions en ligne. Il peut y avoir des réunions où il y a beaucoup de collaboration, des réunions de co-création où on essaie de trouver une réponse à une question ou une suggestion, ou construire une propale, par exemple. Ok, très bien. Il y a des réunions d'équipe où on donne la parole un peu à tout le monde. Il y a des réunions de décision. Et là, en général, on a besoin d'un petit peu de présentation quand même pour pouvoir alimenter la décision, mais on peut très bien également leur donner un petit document à lire ou même simplement mettre un slide avec beaucoup de texte sur leur écran et leur donner du temps en silence pour le lire. Cool. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec cette méthode Amazon, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, on peut avoir des réunions comme des webinaires ou autres. Là, l'interactions va être plus limitée. Il y aura probablement 1 ou 2 personnes qui auront la parole parce qu'il faut couper toutes les micros, sinon la qualité sonore sera vraiment affreuse. Donc du coup, il est important quand même de faire l'interaction textuelle par le chat, par des sondages ou autres, mais on peut quand même les rendre interactifs. Mais lorsqu'on fait une présentation, lorsqu'on se dit « Ok, c'est la meilleure manière d'atteindre mes objectifs de transformation, je vais faire une présentation dans une réunion en ligne », il y a plusieurs choses à garder en tête. Tout d'abord, tout ce que l'on dit sur le fait qu'il faut maîtriser l'attention tout au long de la présentation, ça vaut double en ligne. Parce qu'en ligne, alors que dans une salle de réunion ou dans une amphi, si un membre du public sort son téléphone ou s'il commence à s'endormir ou autre, on peut le savoir assez rapidement. Si on est dans une réunion en ligne, on ne le voit pas tout le temps. Donc, parfois, il coupe la vidéo. Parfois, lorsqu'on est en partage d'écran dans Microsoft Teams, par exemple, on voit pas les autres. Oui, c'est chiant. C'est super chiant. C'est vraiment embêtant. En Zoom, avec 2 écrans, c'est possible. En Teams, c'est pas possible. Donc du coup, on les voit pas. Et ils savent
qu'on ne les voit pas. Et comme ils savent qu'on ne les voit pas, et que même s'ils ont leur vidéo activée et qu'on voit qu'ils sont face à leur écran, l'écran qu'ils sont en train de regarder ou la fenêtre qu'ils sont en train de regarder, c'est peut-être pas la vôtre. Donc ils sont peut-être en train, ils sont peut-être sur Facebook ou ils sont peut-être sur YouTube ou autre. Ouais, ils sont en train de traiter leur email. Ouais. Ah oui, il y a quelqu'un que je connais qui est expert comptable. Il m'a expliqué récemment. Il a fait, mon fils, j'adore les réunions en ligne, c'est magnifique parce que lorsqu'il y a des réunions en ligne, j'arrive à être super productif. Je peux avancer sur plein de dossiers parce que la réunion elle est pas intéressante, mais au moins mon calendrier est bloqué et j'ai une excuse pour ne pas répondre au téléphone. Donc oui, il faut batailler. Il faut vraiment travailler dur pour mériter l'attention des membres du public. Donc ça veut dire que si on imagine que l'attention du public dans une présentation, c'est un peu comme les grains de sable dans un sablier. Et que tôt ou tard, peu importe si vous êtes absolument magnifique ou non, ils vont perdre un petit peu leur attention. D'accord? Ça arrive probablement, là on est après, je ne sais pas, 1 heure ou autre de ce podcast, il y a quand même certains qui se disent ça commence à être un petit peu long. C'est normal, même si toi et moi, Pierre, même si on est fascinant, mais il y a une limite à tout. Donc il est important pour le présentateur de retourner le sablier régulièrement. Donc c'est pas faut relancer la machine. Ce n'est pas aux membres de l'auditoire de faire l'effort de vous écouter. C'est à vous de faire l'effort de mériter leur écoute. J'avais vu une de tes presses comme ça où t'étais avec un sapin de Noël sur scène. Tout à fait. Je suis monté sur scène avec un sapin de Noël. Ça, c'était à Wikistage il y a, je me souviens plus quelle année, 2016. Oui, ça date. Ça date un petit peu, hein. Ça nous rajeunit pas tout ça. Mais oui, je suis monté sur scène avec un sapin de Noël. Pourquoi un sapin de Noël? Parce que c'était le seul sapin que j'avais. Mais l'idée, en effet, derrière ça, je parlais de la curiosité. Donc, je parlais comment éveiller la curiosité chez les membres de votre public. Et l'une des bonnes manières d'éveiller la curiosité, c'est de creuser un trou dans leur esprit, de montrer qu'il y a quelque chose qu'ils savent pas et qu'ils ont envie de savoir. Parce que le cerveau humain n'aime pas ne pas savoir. Mais c'est génial, tu vois, t'imagines le mec qui monte sur scène avec son sapin de Noël et tu te dis, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Du coup, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu le milieu de la présentation pour dire vous êtes sans doute curieux, vous m'avez vu monter sur scène avec ce sapin de Noël qui est à côté de moi depuis quelques minutes et vous vous dites mais pourquoi il est là avec un sapin de Noël? C'est pas Noël, qu'est-ce qui se passe? Et du coup vous êtes curieux et vous voulez attendre, vous écoutez attentivement jusqu'au moment où j'en parle. Et voilà, je vais en parler et l'idée c'est que on ne peut pas planter un arbre sans creuser un trou. Du coup, si vous voulez planter une idée dans la tête de quelqu'un, il faut déjà creuser le trou dans leur esprit. Il faut qu'ils se disent, ah oui, j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin d'écouter. Et donc, on pose la question, on crée le besoin d'écouter. Et puis après, on peut remplir ce besoin avec les messages ou les idées que vous voulez partager. Parmi, j'ai pas mal d'épisodes avec des entrepreneurs. Tu es un entrepreneur. Justement, il y a un moment dans la vie des entrepreneurs où ils doivent essayer de lever des fonds, ils vont essayer de convaincre des investisseurs. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusque-là, ces présentations, à ton avis, elles ont quoi de particulier? Alors, on parlait d'enjeux. Là, pour le coup, il y a un enjeu souvent, parfois de vie ou de mort pour l'entrepreneur, hein, d'ailleurs, vie ou de mort de sa société, hein, s'entend. Mais voilà, tu le perçois comment? C'est quoi les différences, à ton avis, de ce type d'exercice? On va dire que l'exercice, c'est une présentation très classique, le pitch investisseur. On utilise exactement les mêmes méthodes, simplement le contexte va faire que ça va être différent. Donc on a besoin d'abord de se dire quel investisseur, parce que tous les investisseurs ne sont pas pareils. On va pas pitcher devant un business angel ou un family office de la même manière que devant un VC ou un institutionnel. Donc, on a quand même besoin de savoir qui a-t-on en face et puis de comprendre le contexte. Donc, ok, c'est un capital risqueur. Bon, ok, c'est qui? Ils ont déjà investi où? Ils ont un fonds. Ce fonds, il a un début et une fin. Ils en sont où avec leur fonds? Est-ce qu'ils lèvent un nouveau fonds? Ça fait partie du contexte. Donc, on a besoin de faire des recherches. Vous ne pouvez pas simplement faire un pitch qui est, un pitch passe-partout, parce qu'un pitch passe-partout est un pitch qui passe nulle part. C'est ça le problème. Une présentation qui est aussi pertinente pour tout le monde est aussi peu pertinente pour tout le monde. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure. C'est très important.
Ensuite, dans un pitch investisseur, il y a quand même plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, on ne parle pas de notre solution magnifique tant qu'on n'a pas abordé le problème de nos clients. Parce que c'est un peu comme, c'est exactement la même chose. On creuse un trou d'abord. Personne ne s'intéresse à votre solution tant que vous ne vous intéressez pas au problème des clients. Donc là, on n'est pas en train de vendre la solution. Et dans un pitch investisseur, il est très important d'éviter de vendre la solution. C'est pas le but. On n'est pas en train de vendre notre produit, notre SaaS, la solution notre application, n'est qu'une conséquence, etc. Non, on a besoin de les convaincre que les clients vont acheter ou achètent déjà ce qu'on fait. Si l'investisseur se dit, moi, j'ai pas besoin de ça, mais je vois qu'il y a des milliers de personnes qui ont besoin de ça ou d'entreprises qui ont besoin de ça, alors ça coche la case, il est satisfait, il voit qu'il y a un marché. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà des clients et des commentaires clients, il faut les utiliser. Deuxième chose à bien garder en tête là-dessus, c'est que non seulement vous ne présentez pas votre produit, vous présentez une opportunité d'investissement. Donc, vous ne vous présentez pas vous ne présentez pas votre société, vous ne présentez pas votre produit, vous présentez une opportunité d'investissement. Et comme ça, il faut parler un langage financier. Il faut expliquer combien d'argent on veut lever. Pourquoi est-ce qu'on lève cet argent-là? Pourquoi est-ce qu'on le lève maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et surtout, quand est-ce qu'on peut vous donner une lumière d'espoir de revoir la couleur de votre argent et idéalement avec un peu de plus-value quand même? Ouais. Il faut s'imaginer que vous êtes intéressé, en tant qu'entrepreneur, vous êtes intéressé par leur entrée au capital. L'investisseur est intéressé par sa sortie du capital. Donc, investir dans une start-up, c'est un peu comme courir dans un bâtiment en flammes pour essayer de sauver un bébé. On va seulement y aller si on est presque sûr de pouvoir s'en sortir et que le bébé est vivant. Donc, votre bébé a besoin d'être bien vivant et bien beau. Ça, c'est votre proposition de valeur. Et puis, ils ont besoin d'avoir une lumière d'espoir, d'avoir leur argent de retour à la fin. Donc, quelles sont les possibilités de sortie? Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs n'y pensent même pas parce qu'ils pensent de leur côté, j'ai quelque chose à pitcher plutôt que de commencer à partir du public. Ouais. Eux, ils ont besoin d'investir, ils ont besoin de trouver des investissements pour remplir leurs fonds, etc., pour remplir leur portefeuille. Donc, il faut se dire, est-ce que on va faire un IPO ou un ICO? Maintenant, on parle de coin offering. Est-ce que, donc, une entrée en bourse? Probablement pas, mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce que il y a des possibilités de se faire racheter? Donc, peut-être leur donner une idée sans dire notre stratégie est de nous faire racheter par Google dans 5 ans. Ça, c'est pas idéal, mais donner une idée qu'il y a quand même beaucoup de fusions et acquisitions, beaucoup de comportements dans ce créneau, dans ce marché, et donc, etc. Donc, leur souffler un petit peu qui serait susceptible de vouloir vous racheter. Et puis, bien entendu, c'est une autre levée de fonds. Ça, c'est super comme opportunité pour sortir du capital s'ils le souhaitent. Ouais. Donc, si vous levez 500 000 euros cette année, ok, très bien. Vous levez combien d'ici 1 an ou 2? Donc, il faut déjà montrer que on lève autant maintenant, et puis d'ici 2 ans, on planifie de lever 3 millions donc maintenant on est dans un seed round, après on va faire un series A, et l'idée c'est que là, nous allons pouvoir attaquer le marché asiatique ou américain ou autre, et du coup, ils vont se dire, ah, ok, donc ça veut dire que dans 2 ans, il y a une échéance, et il y aura peut-être des plus grands investisseurs qui vont entrer, et que moi, je pourrais peut-être sortir. Ok, très bien. Mais tu vois, c'est complètement en phase avec tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs depuis le début, qui est, tu ne donnes pas la présentation pour toi, tu la donnes pour ton public. Et donc, c'est quoi les attentes de ton public? Et quand tu dis sur une presse comme ça de recherche de fonds, et j'adore l'idée, c'est que la problématique, c'est à quel moment, moi, investisseur, je vais sortir, et est-ce que je vais bien sortir? Et si tu gardes ça en tête, ok, ton fil rouge, c'est le cas de le dire. Le fil rouge de ta presse, il est là et il doit mener à ça. Tout à fait. Hyper pertinent. Et s'il y a une troisième chose à donner là-dessus, Pierre, très rapidement, c'est qu'il faut pas oublier l'importance de l'équipe. Ça ne doit pas être juste on arrive à la fin du pitch. D'ailleurs, je devrais vous expliquer qui on est. Les investisseurs, ils sont beaucoup plus intéressés par l'équipe que par le produit, parce que une équipe moyenne avec une solution prometteuse, le problème c'est que la solution prometteuse peut très bien se faire battre par quelqu'un d'autre, et l'équipe moyenne aura peut-être du mal à pivoter et à trouver une autre idée.
alors qu'une équipe super douée, avec une idée moyenne, eux, ils sont susceptibles de pouvoir avoir d'autres très bonnes idées, peut-être des meilleures idées par la suite. Yes. Donc la qualité de chaque membre de votre, pas des salariés, mais des associés dans la société, c'est super important. Donc il faut expliquer votre parcours et surtout si vous parlez à des investisseurs américains, ils veulent savoir à qui ils ont affaire avant de savoir ce que vous faites. Sur un tout autre registre, je me posais la question comme ça en t'écoutant, de savoir si tu avais eu dans tes clients, si tu avais coaché des politiques. Des politiques, non. Ou dans des contextes politiques. Non, on a fait quelques séances de coaching, pas moi-même, mais certains collègues pour des maires, des élus par exemple. Mmh. Mais en général, non. On préfère ne pas travailler avec les personnages politiques. En général, je dis un peu en blaguant que les personnages politiques sont déjà assez dangereux comme ça. Imaginez s'ils étaient efficaces en communication. Mais ce serait trop difficile pour nous de tracer la ligne. Est-ce qu'on accepte de travailler avec un tel ou un tel, etc. Même avec les entreprises, on choisit nos clients. On a refusé de travailler avec des tabagistes, on a refusé de travailler avec des fabricants de missiles, de mines, etc. Non, on choisit nos clients et puis en politique, un indépendant peut-être une fois, oui, mais en général, non, je préfère pas travailler en campagne. Avec c'est intéressant. Oui, parce que on n'est jamais certain ce qu'ils vont faire avec ce nouveau pouvoir qu'on leur donne. C'est intéressant, tu vois, c'est dans un des épisodes précédents, c'est Emery Jacquiat, le PDG de la Camif, qui disait que tu définis ton positionnement aussi par tes renoncements. Donc voilà, ça donne une certaine idée aussi sur ce qu'est Ideas on Stage, Ideas on Stage pour les francophones. Les idées sur scène, allez. Les idées sur scène. Et justement, alors, donc cette belle aventure entrepreneuriale, tu l'as dit, maintenant elle est, vous avez des bureaux, y compris aux US, etc. Comment vous l'avez fait grandir, comment et derrière vous voulez en faire quoi? On veut en faire quoi? Chez Ideas on Stage, on a 3 missions et on est très clair sur ces 3 missions. Mmh. La première, c'est d'être la première marque, on va dire premium de présentation au monde. Donc ça veut dire, ça implique qu'on a besoin d'être connu au monde. On n'a pas besoin d'être le plus grand. On a juste besoin d'être le meilleur. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un sait j'ai une présentation importante à faire, si seulement je pouvais travailler avec Ideas on Stage pour l'avoir. Et on sera probablement plus rare. C'est un peu, on emprunte un petit peu au modèle du luxe, mais oui, en effet, on veut être la marque aspirationnelle sur les présentations. On n'y est pas encore. La plupart des personnes, la plupart de nos auditeurs, ils entendent parler d'Ideas on Stage, peut-être même pour la première fois, parce qu'on est un grand secret. Hein, les chefs d'entreprise avec qui on travaille ne clament pas sur les toits. J'ai travaillé avec Ideas on Stage. C'est eux qui ont écrit le mieux gardé. Ouais. C'est eux qui ont fait mes slides. C'est eux qui m'ont appris à parler en public. Non, en général, on reste en coulisses, on reste discret. On n'est pas partout, mais peut-être avec le livre Business Presentation Revolution, on sera peut-être un petit peu plus connu dans ce monde. Donc ça, c'est la première mission, d'être vraiment la première marque premium. Donc ça veut dire on est cher mais on le vaut bien. Deuxième mission, c'est d'aider autant de personnes méritantes que possible à bien communiquer. Donc les personnes méritantes, ça peut passer par des TED Talkers. On est en train de travailler par exemple avec un climatologue. Un climatologue portugais basé à l'université de Porto, Paulo Magalhães. Il est absolument excellent et mon collègue Michael est en train de travailler avec lui pour préparer un TED Talk qui a, je vais pas tout dévoiler, je vais pas tout spoiler, mais sur notre climat. Et en général, là où on a quelqu'un qui œuvre pour réduire notre impact sur le climat, là on va travailler avec lui souvent pour pas cher ou pour rien du tout. On a un business model Robin des Bois, donc ça veut dire on vole pas les riches, mais les grandes boîtes nous payent bien. Tu fais du pro bono. Et on fait du pro bono, on donne jusqu'à 10% de notre temps pro bono pour aider les bonnes œuvres, les bonnes causes, dont le climat, dont les social entrepreneurs. Donc on a un partenariat avec Ashoka, par exemple, avec les social entrepreneurs, avec Shamengo,
qui est une association absolument magnifique, dont je fais volontairement la promotion. Chamengo, ils mettent la lumière sur des entrepreneurs, des inventeurs brillants un peu partout dans le monde. Ils leur donnent l'oxygène de la publicité en tournant des petits clips, mais super. C'est un mouvement je suis fier de participer à ce mouvement-là, Chamengo. Et donc on donne du temps à ces associations-là et puis à des événements TED pour mettre en œuvre des TEDx, je veux dire, pour mettre en œuvre des super idées à droite et à gauche. Et souvent pour les TEDx, on le fait gratuitement. Donc du coup, ça c'est un peu notre deuxième but, c'est aider autant de personnes méritantes que possible. Troisième mission, et ça c'est super important, c'est que à la fin de leur carrière, chacun de nos salariés qui prennent leur retraite juste après Ideas on Stage ou 30 ans après ou autre, mais lorsqu'ils revisitent leur carrière, lorsqu'ils se disent, ils remémorent leur carrière avec leur chocolat chaud, je sais pas quoi, qui se disent les meilleures années de ma carrière, c'était chez Ideas on Stage. Et donc ça, c'est notre investissement auprès de nos salariés, de nos collaborateurs. On veut vraiment qu'ils prennent leur pied ici, qu'ils se disent ouais, c'est super, j'ai travaillé avec des super gens, j'ai aidé des gens qui sont bien, j'ai aimé mon travail, j'ai aimé travailler dans cette boîte. Donc on a voulu créer, Pierre et moi, le genre de boîte dans lequel on aimerait travailler. Ok, je comprends. J'aurais encore 3 milliards de questions et on me dit que je fais trop long sur les podcasts, etc. Enfin bon. Donc, je vais volontairement couper, mais, cette idée du livre, ok? Alors, je rappelle, Business Presentation Revolution. Alors, déjà, il y a, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'il y a encore plus de choses. Ça sort le 14/07. Allez voir le lien dans la description. Tu vois, j'y vais à fond là. Comment t'es venue l'idée? Est-ce que ça a été facile à réaliser? Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Bon, est-ce que ça a été facile à réaliser? Non, parce que ça fait à peu près 8 ans que je l'écris. Ça fait long. Au début, ça s'appelait Présentation 2.0. À une époque où 2.0 c'était encore tendance. Donc ça donne ça date un peu hein. Après on allait faire The New Art of Presenting et puis on s'est dit avec mes collègues que bon, révolution c'est vraiment le mot parce que ça repose sur la même chose que nos cours, qui s'appellent d'ailleurs également Business Presentation Revolution, ou en français révolutionner vos présentations. Ça repose sur 5 révolutions absolument clés qu'on va retrouver, qui rythment le livre et qui correspondent parfaitement aux 5 étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc dans l'étape de fondation, on se souvient, révolution, ce n'est pas votre présentation, c'est la leur. Dans l'étape d'idéation, on se souvient, on n'est pas là pour les informer, on est là pour les transformer. Dans la phase de création, on se souvient que on met plus la charrue devant les bœufs, on prépare le scénario avant les diapos. Dans la phase d'illustration, on se souvient que il faut pas mélanger les diapos et les documents. Ce sont 2 animaux complètement différents. Et donc, on peut pas faire d'une pierre deux coups. Donc, diapo et document, ce sont 2 choses complètement différentes. Faut oublier l'idée de faire une diapo super chargée qu'on va projeter mais aussi distribuer. Ça sert à rien. 5e révolution, dans la phase de connexion, on ne vise pas la perfection. On vise la connexion. Une connexion personnelle avec les membres de l'auditoire. Et si votre auditoire vous apprécie parce que vous avez créé cette connexion avec eux, ils vont vous pardonner vos imperfections. Et comme disait Salvador Dali, faut lâcher l'idée de perfection. Vous ne l'atteindrez jamais. Donc, on ne peut pas être parfait. Il n'y a jamais de présentation parfaite. Tu as parlé de mon TED Talk tout à l'heure, de TEDxSaclay en 2019. C'était pas parfait. Hein, moi, je regarde maintenant et je me dis, j'aurais dû faire une différente expression de visage. J'aurais dû parler un petit peu plus vite ou autre. Il y a plusieurs choses que j'aurais pu faire différemment. J'aurais pas dû utiliser cette diapo, etc. Plein de choses que j'aurais fait différemment si je faisais maintenant. Parce qu'on apprend toujours dans les présentations. Et donc, pour revenir au livre, donc voilà ce qu'on va trouver là-dedans. C'est une méthode avec ces 5 étapes pour préparer une présentation dans n'importe quelle situation, mais surtout en business, et avec des ressources qui seront disponibles également en ligne pour compléter ça. Donc, tu as parlé tout à l'heure, Pierre, on n'a pas eu la possibilité de l'aborder, mais comment structurer une présentation? Quels sont les masques ou les histoires
les scénarios typiques, il y en aura plusieurs qui seront disponibles sur le site web en complément de ce qu'on trouvera dans le livre. Donc il y aura ça, il y aura des templates de storyboard, de plusieurs différentes choses, le checklist pour le designer des diapos, plein de différentes choses qui seront disponibles, ainsi que des playlists qu'on est en train de compiler avec des clips vidéo par exemple qui ont une super introduction. Donc lorsqu'il y a le chapitre sur les introductions, je peux pas tout mettre dans le livre, mais je peux mettre un lien vers un playlist où on peut voir plusieurs TED Talks ou autres, ou des Wiki Talks avec des super introductions pour l'inspiration. Donc on va trouver plein de différentes choses là. La promesse que je fais, c'est que ça va changer la manière dont vous abordez, dont vous donnez les présentations à tout jamais. Parce qu'on a besoin de tout changer. La présentation typique en entreprise, malheureusement, et d'ailleurs en école également, est brisée. Ça ne fonctionne pas. Et on sait que ça fonctionne pas. Et dans un monde maintenant, surtout où il y a de plus en plus de choses qui se passent en ligne, où en effet, ça a besoin d'aller vite et où notre attention diminue vite. Oui. On a besoin de changer la manière dont on présente et ça, c'est ce qu'on va trouver dans ce livre. Et donc, le 14 juillet 2021, je prends ma grosse voix, c'est la révolution. Voilà. Ruez-vous dessus. Un grand merci Phil pour tout ça. Si on a parmi nos millions d'auditeurs des gens qui veulent bosser avec toi et avec Ideas on Stage, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter? Via notre site web. Donc sur notre site web ideasonstage.fr ou .com pour les anglophones si vous préférez, mais ideasonstage.fr, vous pouvez sur toutes les pages remplir un petit formulaire pour nous contacter. Et puis sinon, je suis disponible sur LinkedIn. L'avantage d'avoir un nom de famille un peu bizarroïde comme Wacknell, c'est que il y en a pas 10 000 en France, il y en a même pas 10 000 dans le monde. Donc ça veut dire que je suis assez facile à trouver. Ok. Maintenant, Phil, les 7 dernières questions. Alors dis-nous, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, je devrais dire inspiration, parce que toute présentation doit rimer avec inspiration, mais mon mot préféré, c'est un mot en irlandais, et c'est le mot oefening. J'adore ce mot, oefening, ou au pluriel oefeningen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire exercice. Exercice dans l'idée d'un devoir. D'accord. Donc un devoir. Et donc il y a cette idée pour moi en tant qu'anglophone, il y a ce ouf dedans. Donc j'adore les mots où on les ressent. Et là c'est un oefening, ouf. Ce devoir c'était ouf. Donc j'adore ce mot-là. Ok. Le mot que tu détestes? L'ennui. Le son ou le bruit que tu aimes? Je pourrais dire les standing ovations, c'est toujours bien, mais honnêtement, ce que j'ai toujours adoré depuis tout petit, c'est le ruissellement de l'eau de montagne, des petites rivières de montagne qui descendent vite. J'adore ce son-là. Ok. Le son, le bruit que tu détestes? Ouh, là, je pense que ce serait les moustiques que l'on ne voit pas. D'accord. Les moustiques furtifs. Le juron, gros mot ou blasphème favori? Là, c'est quelque chose que, encore une fois, je vais revenir vers l'anglais parce que je trouve qu'on est très très fort pour ça. Et c'est un mot, encore une fois, qu'on ressent lorsqu'on le dit, c'est bugger. Oh, bugger. Donc en effet, c'est la version anglaise de bougre, si on le veut. Mais donc on pense pas nécessairement au sens, mais c'est plutôt que de dire un vrai gros mot. C'est plutôt un mot bugger. Donc voilà, ça n'a pas. Ouais, c'est de l'ordre de l'éructation. C'est un peu plus que zut alors. On l'entend, on le ressent. Bugger. Alors, la citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Bon, là, je reviendrai sur celui que j'ai prononcé tout à l'heure de Ralph Waldo Emerson, c'est « Tous les bons orateurs étaient auparavant de mauvais orateurs ». Parce que si on veut laisser nos auditeurs avec quelque chose, c'est avec cet optimisme que on peut devenir un bon orateur. C'est juste une question de travail et de vouloir le faire et de traiter chaque présentation comme une opportunité de s'améliorer. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort, l'entendre te dire?
Ouh là 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 là. Ah oui, on va chercher dans le profond. Hein. C'est la dernière question. Ah, c'est dur, la dernière question. Il faut que ce soit bien, parce que la conclusion, c'est la partie la plus importante de toute présentation. Bon, si Dieu existait, ou si Dieu existe, j'aimerais qu'il me dise, toi encore, la prochaine fois, ramène-moi des cookies. C'est mignon, c'est mignon. Phil, encore une fois, un grand merci pour ce temps, pour tous ces conseils. Alors je suis désolé, j'étais vraiment dans. Allez, vas-y, donne-moi des conseils. Mais comme à chaque fois qu'on discute ensemble, je ressors avec plein d'idées, en me disant tiens, il faut que j'essaye ça, etc. En plus de ça, je le disais un peu en intro, effectivement, la prise de parole, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur et qui, je pense, pose beaucoup de questions ou de craintes à plein de gens. Donc, voilà, c'est tous ces conseils qui sont frappés au coin du bon sens, les process que tu as évoqués, etc. Enfin, voilà, c'est une contribution au bien-être de l'humanité, monsieur Phil Walknell. Donc, un grand merci pour tout ça. Moi, quoique le 14 juillet, les librairies seront fermées, mais donc le 15 juillet, le jour de la Saint-Donald, eh bien j'irai dans ma librairie préférée, sachant qu'il y aura des précommandes, etc. Donc on met tous les liens en description. Donc encore une fois, un grand merci Phil. Pour vous, très chers auditeurs de la colle, merci d'avoir tenu jusque-là. Et vous l'avez en outro de l'épisode où je vous demande d'aller partager cet épisode, de le commenter, etc. Je vous le redis là en live. Parce que voilà, plus vous commentez sur Apple Podcast notamment, plus on est visible et donc plus on peut partager les bons conseils de Phil sur la business presentation. Donc un grand merci Phil. À bientôt. Merci Pierre, à bientôt. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.